nous retrouvons pour la deuxième partie de la journée. Je vais commencer par remercier Marie Padilla et David Diallo pour l'organisation de ce beau colloque sur ce thème passionnant. On m'a demandé de modérer une table ronde sur la question des sciences de l'environnement. Je vais très rapidement passer la parole aux intervenants, simplement dire qu'il me semble que la question environnementale est un terrain d'observation particulièrement intéressant pour traiter de la question du militantisme académique, pour deux raisons. D'une part, la question environnementale est par nature transdisciplinaire, et quand on étudie la question, on se rend compte précisément que la tentation du militantisme va se retrouver précisément chez aussi bien des écologues que des économistes, que des sociologues, des historiens ou des juristes. Et c'est vraiment peut-être une question qui, parmi d'autres, appelle particulièrement à la défense, sans doute en raison de l'urgence environnementale actuelle. D'autre part, et d'un point de vue de juriste, parce que je suis juriste, la question du militantisme académique, elle se pose d'une manière particulière à partir de la question environnementale, parce qu'on se rend compte que les juristes en droit de l'environnement, non seulement font partie des auteurs qui adoptent une position militante assez fréquemment, c'est-à-dire que la plupart des auteurs en droit de l'environnement vont définir le droit de l'environnement comme une discipline juridique qui a pour objectif qui a pour but la protection de l'environnement, qui est un objectif qui est politique, un objectif écologiste. Et c'est seulement depuis quelques années qu'on a une réflexion de certains juristes qui commencent à nous expliquer que c'est une conception idéaliste des choses et que dans la réalité, le droit de l'environnement est peut-être plutôt un droit qui a pour objectif de permettre les atteintes à l'environnement dans le cadre légal. L'autre chose, c'est qu'on retrouve beaucoup d'écrits, en tout cas de nombreux écrits, sur la neutralité axiologique, sur l'engagement de la part de juristes spécialisés en droit de l'environnement, c'est-à-dire que parmi tous les juristes qui adoptent une défense de valeur ou une défense de cause, c'est peut-être dans la doctrine environnementaliste, il y a peut-être davantage de réflexivité qu'on peut en trouver chez certains autres. Donc ces deux aspects mettent en exergue le fait que la question environnementale est une question à partir de laquelle il est intéressant de se pencher sur cette question-là. Alors pour rentrer un peu plus dans les détails, on a des intervenants qui vont nous parler à partir de disciplines différentes. On va commencer dans un premier temps avec Michael Stambolis, donc, qui est maître de conférence en études américaines et études de genre à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation et pour l'organisation. Marie Padilla et David Diallo, bien sûr. Je suis vraiment ravi d'être là. Avant de rentrer dans le fond de mon propos, je voudrais aussi vous expliquer un petit peu d'où vient cette recherche, notamment d'un point de vue peut-être institutionnel. Ce projet est issu d'un projet qui a été financé en partie par la région Nouvelle-Aquitaine, que je remercie bien sûr. Et ce projet est coporté donc par moi et par Cédric Brun, qui est le porteur administratif de ce projet qui s'appelle Interclim. Intervention conséquente, la place des experts dans les débats autour du changement climatique. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu des résultats préliminaires de ce projet financé par la région. Mon intervention s'intitule « Liaison dangereuse, la place des scientifiques dans les débats politiques sur le changement climatique ». Ici, il faut comprendre que liaison dangereuse fait référence aux liaisons qui se tissent entre les experts scientifiques et les décideurs politiques. Ces liaisons qui posent un problème, donc, notamment du point de vue des scientifiques. Et on va se placer dans cette intervention du côté des scientifiques, des experts scientifiques, pour comprendre comment ces personnes appréhendent leur place dans les débats politiques controversés. Je me permets de faire un peu de publicité parce que je serai de retour et le projet Interclim sera de retour à Bordeaux la semaine prochaine, le vendredi 13 décembre, pour une journée d'études qui s'intitule « Controverses sur les savoirs controversés en contexte de changement climatique ». Donc je vous invite à venir, c'est à l'Amphi
Asselin à l'Université de Bordeaux, juste de l'autre côté, et puis surtout que c'est dans le prolongement des thèmes de cette journée, c'est pour ça que je me permets de le faire. Et c'est en distanciel ou en présentiel. Alors, nous sommes dans un contexte de crise de l'expertise, selon la littérature scientifique, donc sociologique. Donc, je suis sociologue et je vais vous parler d'une position de sociologue aujourd'hui. Et dans la sociologie de l'expertise, la crise de l'expertise est comprise de plusieurs manières, mais essentiellement par l'idée que d'un côté, les problèmes auxquels la société fait face, ces problèmes deviennent de plus en plus complexes et que la complexité de ces problèmes nécessite un savoir technique, pointu, précis. Et donc, du coup, la place des experts scientifiques pour répondre à ces problèmes est très importante. De l'autre côté, la crise de l'expertise se fait sentir par un rejet par une partie de la population de la parole des experts, des critiques d'un déni de la démocratie, donc un remplacement d'une décision politique, un combat politique par une décision technocratique qui s'impose du haut vers le bas. Et on voit que les décideurs politiques s'emparent de part et d'autre de cette crise de l'expertise en essayant de jouer du pouvoir particulier des scientifiques pour avancer leur propre stratégie. On peut parler, enfin, d'un côté, c'est pour se positionner en tant que défendeur de la science et de la pureté de la science et de l'importance de la science. On peut parler, par exemple, de Biden, qui, quand il est arrivé au pouvoir, après les élections, avait promis de remettre de la science dans la politique états-unienne en changeant son gouvernement de manière à faire la place belle à la science. Il suffit de regarder les personnes qui sont nommées par Trump pour sa nouvelle administration pour voir que Trump, il joue pas de la même manière. On peut regarder la France au moment du Covid où le président Macron, met en place un conseil scientifique pour conseiller le gouvernement concernant ses orientations vis-à-vis de la réponse que devrait avoir le pays face à l'épidémie. Alors, on peut considérer que c'était pour informer le décideur. On peut aussi considérer que alors qu'il y avait des recommandations et que le président a dit « je choisis de ne pas écouter ces recommandations puisque ça mettrait en péril l'économie, par exemple, ou alors l'éducation, bref ». Il peut utiliser de la parole scientifique pour dire « je me positionne contre la parole scientifique ». C'est aussi une utilisation des experts, mais qui n'est pas pour les écouter, c'est pour une certaine forme d'instrumentalisation. Bref, enfin, c'est une façon d'analyser la chose. Donc, crise de l'expertise, et dans la littérature scientifique, et j'explique un petit peu, je vous mène vers la question de recherche qui anime ce projet en partie, mais c'est un projet un peu plus vaste. On comprend des controverses scientifiques, et c'est la question qui m'intéresse en particulier, des controverses scientifiques comme relevant de deux types de controverses. Il y a d'un côté des controverses qui sont d'ordre moral, comme l'avortement ou le mariage entre les couples de même sexe, et où le savoir qu'il nous faut, c'est le savoir religieux, c'est des positionnements éthiques. Bien sûr, les scientifiques ont leur rôle à jouer. Ici, on a des auditions à l'Assemblée nationale avec des psychanalystes, des philosophes, des juristes, concernant si oui ou non on devrait autoriser le droit au mariage. Il y a également, bien sûr, l'audition des experts scientifiques concernant l'avortement. Donc ça, c'est des questions morales. De l'autre côté, on a des questions qui sont comprises comme des questions techniques, où la place du savoir scientifique va de soi. Donc on considère que le changement climatique est une question technique de par sa nature et que on a besoin d'un savoir scientifique et que c'est d'emblée donc une réponse technique à un problème de cet ordre-là. Moi, je rejette cette dichotomie. Je considère que les questions qui sont en apparence scientifiques, techniques, comme le changement climatique, ce sont aussi des questions d'ordre moral et éthique. On peut répondre à cette question avec des réponses morales, des exigences morales. De l'autre côté, les questions comme le mariage entre couples de même sexe ou alors l'avortement,
l'avortement peuvent aussi être des questions, et sont surtout aussi des questions scientifiques et techniques. Et donc la place des experts scientifiques dans ces débats est à creuser et à comprendre. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur la partie changement climatique, donc je laisse de côté les questions de moralité, d'éthique, mais pour vous mettre un petit peu dans le bain du questionnement général de mes recherches. Une question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'expertise? L'expertise n'est pas la science, il y a une différence entre l'expertise d'un côté et la science de l'autre. Qu'est-ce que le militantisme? Qui peut faire du militantisme? Qui peut produire de l'expertise? Et pour faire quoi et avec quelles conséquences? Et moi, justement, en comparant des questions, par exemple, je travaille sur l'avortement en même temps que je travaille sur le changement climatique en ce moment. Si on regarde l'intervention des experts médicaux sur la question de l'avortement aux États-Unis, on voit qu'il y a un engagement politique de la part, par exemple, des médecins qui se disent c'est une question de santé publique de protéger l'accès à l'avortement. Or, cette prise de position, on peut dire militante, engagée, ne remet pas nécessairement en cause la validité scientifique de leurs propos en tant que médecin. De l'autre côté, en revanche, quand on s'intéresse aux climatologues qui, pareil, peuvent faire des interventions dans l'espace public pour dire voilà, il y a urgence à agir. Nous, en tant qu'experts de changement climatique, de climatologues ou plein d'autres disciplines, puisque c'est une question très interdisciplinaire, bien entendu, bien, on peut assister à des sanctions de leur pairs et de leur profession quand ils prennent la parole. Ici, on a Rose Abramoff et Robert Kalmus, ou Jack Kalmus, je ne me rappelle plus de son prénom, qui prennent la parole juste pour dire « out of the lab, into the streets », donc lors de la rencontre annuelle de la American Geological Society, la réunion annuelle, pour dire, voilà, on peut faire une conférence, on peut aussi peut-être sortir des laboratoires, puisque si vous êtes là, c'est peut-être puisque vous considérez qu'il faudrait qu'on agisse, que nos gouvernements agissent pour, par exemple, limiter l'émission de gaz à effet de serre. Ben, la sanction a été immédiate, leur papier a été retiré de la conférence et Rose Abramoff, qui avait un poste précaire, a été licencié de son laboratoire puisqu'on a considéré que cette action allait à l'encontre des mœurs et coutumes de la discipline. Donc, il y a une question de qu'est-ce que militantisme et quand on intervient dans le débat public, quelles sanctions pourrait-il y avoir? Moi, je m'intéresse du coup à ce cas-là, donc de sanctions de ces deux climatologues pour essayer de comprendre pourquoi leurs collègues les ont sanctionnés. Quel est l'intérêt des pairs climatologues de sanctionner d'autres pairs scientifiques quand ils prennent la parole publique de surcroît sur une question qui relève de leur expertise scientifique. Ils ne parlent pas d'une question dont ils ne sont pas experts. Alors la question de recherche du projet Interclim en plus général, c'est comment les experts scientifiques qui travaillent sur les questions controversées, et là le changement climatique, comprennent-ils ou elles leur rôle dans ces débats? Et comment comprennent-ils leur pouvoir particulier en tant qu'experts? Donc quel est mon pouvoir en tant qu'expert scientifique dans un débat scientifique? Au début, le projet, la justification du projet est que il y a une injonction sociale et institutionnelle qui veut que les scientifiques doivent descendre de la tour d'ivoire pour aller à l'encontre de la société, pour informer les décideurs ou alors pour inclure les citoyens, pour faire de la science citoyenne. On considère que ça va de soi, que c'est à la fois une bonne chose pour la décision politique et c'est une bonne chose aussi pour la science d'avoir autant d'interactions avec les décideurs et avec la société, entre guillemets. Or, on se pose très rarement, me semble-t-il, de la question du ressenti des experts scientifiques eux-mêmes face à ces injonctions. Est-ce que les scientifiques aiment interagir avec les décideurs politiques? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi pas? Donc c'est un petit peu la question qu'on va voir ici. Je vais me permettre, puisque le temps est court, de sauter sur un certain nombre d'apports théoriques qui animent ce travail. Déjà parce que Maureen, elle a fait un gros travail sur la théorie féministe ce matin, donc je saute sur les questions de qu'est-ce que la neutralité scientifique d'un point de vue féministe. Je vais aussi avancer un peu plus rapidement sur cette question des sciences politisées.
En gros, comment on fait de la science, la sociologie de la science nous montre que faire la science, c'est un travail social avant tout et pas que technique. Et ce travail-là inclut un certain nombre de valeurs et que les scientifiques entre eux partagent des valeurs ou pas et peuvent se constituer en camps. Donc les scientifiques qui défendent une cause mais qui le font à l'intérieur du champ scientifique mais aussi à l'extérieur et avec des alliés notamment dans le monde militant, dans les associations mais aussi dans la sphère politique bien sûr. Allez. En revanche, je vais m'attarder là-dessus parce que c'est un peu un concept sur lequel je travaille en ce moment, puisque en mobilisant un petit peu la notion de capital de Bourdieu, donc on en a déjà beaucoup parlé ce matin, qui lui a élaboré un certain nombre de théories politiques. Moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce que l'expertise. Il y a beaucoup de notions ou d'approches sur la sociologie de l'expertise. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui puisqu'on n'a pas le temps. Mais moi, mon apport sur cette question-là est de dire que l'expertise est une chose, une sorte de pouvoir symbolique, mais pas que apportent les experts à un débat politique. Et le capital d'expert est un capital social incorporé puisqu'il est associé à la personne de l'experte elle-même et aussi un capital culturel matérialisé par les diplômes, par exemple, qui donnent du crédit aux experts qui produisent ce capital, mais aussi par le biais d'autres formes de matérialisation comme par exemple la signature sur une lettre ouverte. Ça, c'est une matérialisation du capital d'expert ou le fait de s'associer, de prêter son nom à une intervention publique ou de participer au Haut Conseil pour le climat ou de participer au GIEC, ça c'est apporter un soutien. Donc le capital d'expert, c'est une chose que les décideurs ou alors les militants aimeraient obtenir puisque ça donne de la légitimité dans les débats, ça donne de l'autorité. Or, les militants ou les politiques ne peuvent pas produire le capital d'experts eux-mêmes parce qu'il faut être expert pour le produire. Donc, le capital d'expert peut être transféré, on peut le donner, on peut le partager, mais on ne peut pas totalement le détacher de la personne qui le produit. Donc, si moi, je suis scientifique et j'aimerais porter mon capital d'expert à un projet politique, peut-être juste en informant les décideurs, il y a un risque qu'il y ait un retour sur moi et sur la valeur de mon capital d'expert, puisque une partie importante de la valeur du capital d'expert relève de l'imaginaire, enfin de notre acceptation publique ou de la perception, c'est ça le mot que je cherchais, de la perception publique de l'indépendance du champ scientifique vis-à-vis du champ politique. Donc, si ma valeur en tant qu'expert scientifique relève d'une perception politique de mon indépendance vis-à-vis du champ politique, une rencontre entre le champ politique et le champ scientifique, une rencontre qui est nécessaire si je veux donner mon capital d'expert, que aimeraient bien obtenir les politiques, cette rencontre porte un certain nombre de dangers pour la valeur de mon capital d'expert puisqu'il peut porter atteinte à la réputation d'indépendance entre moi en tant que scientifique et le champ politique. Donc tout l'enjeu pour les experts scientifiques est de maintenir l'apparence, la perception publique de leur indépendance vis-à-vis du champ politique. Les données, il y a plus d'une quarantaine d'entretiens avec les experts ayant participé au GIEC. Il y a aussi des groupes de discussion, c'est des entretiens collectifs, donc des focus groups, avec des climatologues et d'autres qui travaillent sur le changement climatique à Bordeaux, à Pau et à Limoges. Je peux répondre dans des questions en détail. Quelques résultats. Donc, quand on se place à la place des experts scientifiques qui interviennent sur le changement climatique, donc qui participent au GIEC ou au Conseil pour le climat, on peut comprendre que, comme je disais, il y a un champ des experts scientifiques et un champ des décideurs. Et que les décideurs se situent à plein d'échelles et c'est un problème justement pour les scientifiques, c'est d'essayer de comprendre à quelle échelle on s'adresse et quels sont les enjeux à cette échelle, soit à l'échelle locale, par exemple, au niveau des collectivités, jusqu'à l'échelle internationale. Et donc ça, c'est un élément. Donc, allons nous intéresser à cette
cet endroit où les deux champs donc, se superposent, le champ des experts et le champ des décideurs, ce que j'appelle la zone de friction, puisqu'il y a cet échange de capital d'experts qui a lieu. Je suis un décideur, j'aimerais bien que les experts travaillant sur le changement climatique me donnent des informations. Je suis un expert scientifique, je réponds positivement par exemple à une sollicitation pour donner une information lors d'une audition à l'Assemblée nationale ou au Sénat concernant un projet de loi par exemple, je participe, donc je me situe dans cette zone de friction qui est une sorte d'interrogation, de crainte, de problème, de frustration, mais aussi de satisfaction. Là, ça c'est des deux côtés, du côté des politiques, d'un côté des élus, des décideurs, et du côté des scientifiques. Je ne vais pas détailler quelle crainte ou problème ou frustration, si ce n'est que peut-être la crainte la plus importante qui revient dans les entretiens, c'est la crainte de la manipulation et de l'instrumentalisation, d'essayer de comprendre pourquoi on me sollicite. Est-ce qu'on veut mon avis puisqu'on veut prendre en compte ce que je dis, ou est-ce qu'on veut m'inviter puisqu'on aimerait bien dire, vous voyez, on a invité une telle ou un tel. C'est une zone générative dans le sens où, une fois qu'on a participé à une expertise, on prend des leçons après pour essayer d'agir différemment par la suite. C'est-à-dire que si moi je participe, par exemple, pas mal de focus group en Nouvelle-Aquitaine concernant des gens qui ont participé au rapport Acclimatera, qui sont une sorte de GIEC régional, pour faire très vite, certaines personnes se disent après cette expérience, je ne répondrai plus à ces expertises, puisque une fois que le rapport a été publié, on a utilisé mon nom de partout en disant mais vous voyez, tel ou tel scientifique a dit que oui, c'est très bien, et puis quand le conseil départemental dit qu'on va bien sûr construire cette autoroute, mais à cet endroit-là, c'est parce que le rapport Acclimatera a dit qu'il ne fallait pas le faire là-bas. Alors que le scientifique, il n'avait pas signé un contrat pour soutenir tel ou tel projet de développement. Or, sa parole, qui le dépasse largement une fois qu'elle est produite et matérialisée dans un rapport, est utilisée dans un jeu politique. Donc, zone générative, j'ai eu cette expérience d'expertise et j'irai plus. Ou alors j'irai, mais j'irai avec des conditions très strictes sur comment on peut utiliser ma parole. J'essaie de comprendre pourquoi on retrouve autant de frustration, d'interrogation, et ça se situe à 3 niveaux. Déjà, au niveau du travail que font les scientifiques et du travail que font les politiques, sur les sources de légitimité de ces deux groupes et sur les contraintes auxquelles ils font face. Vous les voyez ici, donc vous pouvez les lire, mais pour résumer, les scientifiques travaillent dans le registre de la nuance, du doute, d'un travail empirique, et dans le temps lent, qui est complètement incompatible avec le temps politique et les registres politiques, qui cherchent du noir et du blanc, qui cherchent des réponses tranchées. Ça crée un certain nombre de frustrations pour les scientifiques. Oui, non, vous les voyez, je vois que le temps coule, on peut en parler plus tard. Donc, les scientifiques veulent préserver leur capital d'experts. Les scientifiques qui souhaitent continuer à donner à prêter leur voix sur les questions de changement climatique veulent être audibles, mais veulent apprendre à accompagner leur expertise de manière à mieux protéger leur capital d'experts, à distinguer le fait de donner du savoir et de donner des conseils, c'est pas la même chose. Et aussi, il y a une forte envie de comprendre le fonctionnement des institutions politiques, puisque contrairement à ce qu'on pense, les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique ne savent pas tout, en fait, et sont des citoyens ordinaires comme vous et moi, et qui sont aussi perdus par le jeu politique que nous. Donc, ce n'est pas des spécialistes du monde politique, mais ils sont très fortement sollicités, mais ils ne sont pas du tout aidés. Donc, c'est marrant, puisqu'on parle beaucoup de donner de l'éducation scientifique aux élus, mais on parle beaucoup moins de donner une éducation politique aux scientifiques. Or, je pense que ce serait très important. Je conclus. Donc, quels experts peuvent s'autoriser à prendre une parole militante et pourquoi? Donc, je reviens à la question du départ. Si on peut comprendre pourquoi les experts scientifiques qui travaillent sur le changement climatique sont sanctionnés par leurs pairs, comme le duo qu'on a vu en introduction, c'est en partie puisqu'il y a une volonté importante de protéger la valeur du capital d'experts
qui, de la perspective des gens qui travaillent sur le changement climatique, repose encore sur une idée de neutralité axiologique stricte, où il y a une pureté du champ scientifique. L'avantage d'étudier à la fois les gens qui travaillent sur l'avortement et sur le changement climatique est qu'on se comprend que c'est pas du tout pareil sur les gens qui travaillent sur l'avortement. Donc, dès lors qu'on considère qu'un problème social relève du registre d'un problème technique, l'importance de la perception de la neutralité axiologique est un élément important, un ingrédient fondamental dans la construction de la valeur du capital d'experts. Quand on considère qu'est une question morale, comme l'avortement, il y a beaucoup moins cette attente à la neutralité, enfin une attente à ce que les experts aient cette neutralité axiologique, parce qu'on considère que c'est un débat qui est déjà guidé par les valeurs. Je pourrais en dire plus, mais je ne le ferai pas. Oui, donc les structures des disciplines scientifiques participent à la construction de sa capacité de militer. Et surtout, j'aimerais bien m'intéresser maintenant à comment améliorer, parce que, in fine, quand on s'engage à dépenser l'argent public octroyé pour la région Nouvelle-Aquitaine, il faut expliquer en quoi votre production scientifique va apporter quelque chose à la région et aux citoyens et citoyennes de la région. Donc, le projet Interclim propose quand même de créer un rapport qui va donner des conseils. Et une question que je me pose en ce moment, c'est comment améliorer l'interaction entre les experts scientifiques et les décideurs. Une façon de le faire, et c'est pas mon idée, c'est une observation qui vient du terrain, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de tampon entre les scientifiques d'un côté et les experts de l'autre pour permettre de transférer le capital d'experts sans se contaminer par le champ politique. Donc si on veut préserver la, entre guillemets, pureté, alors on peut aussi remettre en question cette pureté, c'est ce que font les féministes, etc., mais c'est un autre travail et c'est important. Une façon de le faire, c'est de faire la formation. Donc, par exemple, la formation des élus à la science, comme Concilio, comme le plan de formation des agents publics aux enjeux de changement climatique. Il y a aussi des organisations frontières qui permettent de transférer le savoir scientifique et de le traduire pour le champ politique, comme Climate Advocacy Lab aux États-Unis ou Uranos au Québec. Et enfin, il y a les collectifs scientifiques engagés comme Scientist Rebellion, que vous connaissez probablement, ou alors, ça c'est pour mon côté toulousain, la Técopole, l'atelier toulousain d'écologie politique, mais il y a de plus en plus d'atécopoles dans d'autres endroits, et où les scientifiques se mettent en collectif pour ne pas porter tout seul le poids de l'engagement et de le partager de manière collective. Donc, se construire en collectif permet de mettre moins en danger sa réputation en tant que scientifique dès lors que ce risque de liaison induit par les liaisons dangereuses est partagé entre plusieurs personnes. Et je m'arrêterai là. Merci beaucoup.